Bonjour à tous et bienvenue sur Trajectoire IT, le podcast qui vous plonge dans les stratégies des entreprises de la tech à travers des histoires vécues de l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Servari, fondateur de NetExplorer. Bonjour Bertrand. Oui, bonjour Thibaut, merci. Donc Bertrand, tu es le fondateur de NetExplorer. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter ta société ? Allez, en quelques mots, NetExplorer, on est fournisseur et éditeur d'une solution de gestion de fichiers en ligne. Donc, par gestion de fichiers en ligne, dans le cloud, on entend tout ce qui va être partage de fichiers, collaboration, signature électronique. C'est un marché sur lequel on connaît pas mal de solutions, hein, parce que c'est le marché du stockage de fichiers en ligne. Et avec la particularité chez NetExplorer de vraiment adresser tout ce qui va être données sensibles et organisations qui ont besoin de stocker des données dans un niveau de conformité réglementaire ou d'exigence de sécurité très élevé. Pour résumer ce qu'on fait, en général, je dis il y a plusieurs façons de stocker des fichiers. On peut les mettre sur une clé USB, sur son bureau, sur un cloud ou sur un cloud avec un haut niveau de sécurité et de confiance. Et nous, chez NetExplorer, on traite cette partie-là. Ok, très bien, très clair. Pour prendre un petit peu ta trajectoire, hein, c'est le but de ce podcast. Voilà, je me suis un petit peu renseigné sur toi et au gré des échanges qu'on a pu avoir. Et pour te présenter, si tu acceptes les termes, je dirais qu'au tout départ, allez, on va commencer pas à ta naissance, hein, mais on va commencer au lycée, à Agen. Tu es, alors ce qu'on n'appelait peut-être pas encore comme ça, mais tu es un geek ou même un nerd, c'est-à-dire un passionné d'informatique et notamment de hardware. Tu aimes démonter, remonter des ordinateurs et tout ça. Ouais, on peut dire ça. Et d'ailleurs, je pense que le terme de geek a pas mal évolué aussi avec le temps. Mais c'est vrai que historiquement, le terme geek était un peu rattaché à ces gens qui avaient une sensibilité particulière autour de l'ordinateur et de l'informatique. Et c'était un peu, on va dire, la personne qui s'y connaissait un peu et que tu appelais dans ton entourage pour aller bricoler un ordi, te monter un ordinateur et te réparer ton Windows XP qui était cassé, quoi. C'est vrai que le terme a un peu évolué. Maintenant, c'est, on va dire, geek, celui qui passe sa journée devant Netflix, quoi. Donc, Ouais, c'est plus exactement pareil. c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Et t'avais ce petit côté un peu artisan de l'ordinateur et c'était pas, voilà, c'était un peu nébuleux. Et c'est vrai que moi j'ai découvert l'informatique comme ça, avec vraiment toutes les thématiques autour du hardware. Alors à l'époque, il y avait une progression énorme dans le matériel informatique et donc du coup chaque année il y avait toujours des processeurs de plus en plus puissants, de nouvelles cartes graphiques, etc. Et le grand jeu c'était démonter des ordinateurs, récupérer des pièces, remonter des ordinateurs, toute la période aussi de l'overclocking pour essayer d'augmenter les fréquences des processeurs pour les rendre plus performants. On est à peu près dans au tournant des années 2000, hein, c'est ça? Quand Ouais, tu es au c'est ça, lycée? le début des années 2000, ouais, tout à fait, Ouais. tout à fait. Et c'est l'époque t'avais le forum hardware.fr qui était très très dynamique à l'époque, la partie, le site aussi qui s'appelait PC Impact, Ouais, je me changé souviens. de nom par la suite. Ouais, Voilà, ouais. on parlait donc tout ce qui était ces sujets hardware, water cooling aussi, c'était le grand jeu, les refroidissements des, Oui. des cartes mères et des processeurs avec de l'eau. Il y avait aussi le début de l'azote liquide. Enfin bon, voilà, c'était vraiment. En fait, c'était un peu comme une époque, il y a eu le tuning, des voitures tunées, Ouais, avec des néons complètement. partout, en mode Fast and Furious. En fait, c'était un peu la même époque pour les ordinateurs, je crois. Donc, tu as fait tout ça, tu as fait tremper ton PC dans un bain d'huile et toutes ces choses un peu qui peuvent paraître un peu exotiques, quoi, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tous ces petits tests-là. Et, mais en fait, tous les petits tutos ou toutes les petites astuces que tu pouvais trouver sur le net, en gros, je pense que je les essayais. Et puis surtout, c'était une époque où tu es étudiant, donc pas un rond. Et donc, en fait, Ouais. tu récupères, tu bidouilles, tu testes. Et je pense qu'à l'époque, c'était l'époque de Windows XP. C'était Ouais. déjà reconnu comme système d'exploitation plutôt stable, mais à l'époque, tout le monde le bidouille. Enfin, du moins dans ce domaine-là, tout le monde le bidouillait un peu. Et je pense que je passais pas une semaine sans formater mon ordinateur, quoi. J'avais toujours des problèmes, ça Ouais. marchait jamais. Mais bon, on peut dire au moins ça, on se fait la main.
Ouais, complètement. Bon, et comme une passion, ça se partage, tu décides donc assez rapidement, hein, dès le lycée, de créer un site. Alors, il n'y a pas vraiment de blog, hein, je crois qu'un Skyblog, tout ça, je sais pas si ça existe déjà à cette époque, mais tu décides en fait de créer un site pour partager un petit peu ton expérience, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, j'avais au début, j'étais membre d'un site d'actu et de hardware informatique qui s'appelait PC Boost à l'époque. D'ailleurs, il existe encore, je crois. Et dessus, bon, je contribuais sur le forum, je faisais quelques tutos, j'écrivais des articles, etc. Je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant de commencer à les diffuser sur mon propre site. Et c'est vrai qu'à l'époque, pas de CMS, même WordPress, on entendait. Enfin, Ah je oui, pense que ça existait même pas. je pense que ça Euh, n'existait pas encore, ouais. Ouais. voilà, donc si tu voulais faire ton site et exposer du contenu sur Internet, alors la bonne nouvelle, c'était que par contre, à l'époque, tu voulais un nom de domaine, il y en avait plein qui étaient dispo, quoi. C'était pas, Ouais, c'était ça, quand même assez c'était moins pratique. dur. Ça, c'était moins dur. Mais par contre, après, quand tu voulais avoir un site Internet, en fait, il fallait tout se développer soi-même ou trouver des petits scripts PHP par-ci par-là sur le web et essayer de les configurer et faire marcher tout ça. Et du Ouais. coup, donc, du coup, comme ça, en fait, j'ai créé un premier site web, à l'époque, ça s'appelait extremepc.fr. Alors, du coup, Ok. j'ai plus le nom de domaine maintenant, mais il a existé pendant très longtemps. Et dessus, c'était un forum basé sur le forum PHPBB, qui était vraiment le grand script pour faire des forums en ligne, avec un système d'actualité, un système pour mettre des dossiers en ligne. Et donc là, il y avait tous les jours, tu avais des actus qui étaient postés. Alors, qui étaient postés au début par mois, mais après, Ah, en des termes de contributeurs newsletter, ensuite. c'est Mhm. ça, des contributeurs en fait qui venaient participer, on va dire, à l'aventure diffuser du contenu, mais on arrivait jusqu'à 5-10 actus par jour. Et on s'était fait référencer à l'époque sur Google News. Alors maintenant, c'est Google Actualité, mais c'était quand même une prouesse parce que dès que tu sortais un contenu, tu étais super visible. Et donc, ça permettait d'avoir du trafic. Et c'est un site qui est monté. On a fait des pics jusqu'à 15 000 visiteurs uniques par jour. Ouais, Ce qui pas était mal quand pour même, l'époque déjà, ouais. Ouais, ouais. ce qui était même actuellement, de nos jours, c'est quand même conséquent. Et, Ouais, mais à l'époque, c'était énorme. Et ouais. avec, en plus derrière tout ça, donc tu avais toute cette partie conception du site. Donc déjà, bon, ça m'a fait mettre la main en fait dans le code et dans le développement web, hein, parce que là, j'avais besoin Ouais, pour c'est ce ça, c'est projet-là. voilà, c'est-à-dire qu'au-delà du matériel, tu apprends le dev web, l'infra, gérer des contributeurs, publier des Ouais, news, c'est et tout c'est ça, ça. quoi. Mais c'était entre guillemets l'effet de bord, si tu veux. Moi, je voulais parler de hardware, Mhm. mais pour en parler, il fallait un site web. Et donc, ce site web, il fallait le développer. Et ce site web, pour le faire tourner en ligne, il fallait un hébergeur. Ouais. Et sachant que, vu le volume de trafic qu'on avait, un hébergement mutualisé de l'époque, ça suffisait pas, quoi. Mhm. C'était bien pour héberger le site de ta boulangerie, mais pour héberger un site avec du trafic, ça marchait pas. Mais bien sûr, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, à l'époque, j'avais pas un rond. Euh, du coup, moi, ce qui me faisait rêver, alors ça c'était marrant, mais tu sais, à l'époque, moi, l'objectif ultime, c'était d'avoir un serveur dédié chez OVH. Toi, c'était un peu Ouais. le Saint Graal. C'était ta machine hébergée en data center sur lequel tu peux mettre ton site, le configurer. Et sauf que bon, voilà, moi, ça me paraissait trop cher. Je pense que c'était 80 ou 100 euros par mois. Mais ça, à l'époque, ça me paraissait inconcevable. Oui, c'était soit Euh, ça, soit manger, quoi. ouais, c'est ça. Donc, je faisais quand même de manger, quand même. J'étais pas fou à ce point-là. Mais du coup, par contre, je m'étais dit, tiens, je pourrais tenter d'écrire à OVH. Je pense qu'en plus, à OVH, à l'époque, c'était vraiment tout petit, ils n'étaient pas très nombreux. Et leur proposer un partenariat en leur en leur proposant un peu de visibilité et en échange d'avoir un prix sur les serveurs ou autre. Et ils avaient été super sympas à l'époque. Ils m'avaient carrément filé un super serveur en échange d'un peu de visibilité sur la page d'accueil. Et En t'avais donné échange, comme ça, à toi de le configurer à moi de et configurer. Ah oui, par contre, c'est un serveur nu, hein, donc tu ouais, partais de zéro, tu n'as que le matériel, quoi, et tu choisis la distribution Linux que tu installes dessus, ouais. etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis mes premiers pas aussi, on va dire dans l'infra, c'est un bien grand mot, mais dans la configuration de serveur, mais en partant de zéro. Et alors là, je peux te dire que je nageais dans le grand bain, parce que je suis vraiment parti de rien. Et donc du coup, il y a eu les problèmes de configuration, les failles de sécurité, le site qui se faisait hacker, où en fait, tu te connectais le matin, tu avais ta page d'accueil qui était défigurée, donc tu devais essayer de restaurer des sauvegardes. Bon, en fait, tu étais lâché dans le grand bain, mais en fait, alors j'allais dire, c'est l'école de la vie. Bon, peut-être pas l'école de la vie, mais c'est l'école d'Internet, quoi. Ouais. Et là, j'y suis allé les deux pieds dedans, quoi.
Ok. Si on avance un peu, du coup, 2004, donc tu termines le lycée, et donc tu as toujours cette passion, évidemment, hein, chevillée au corps, et tu commences à dire que ça pourrait devenir ton métier, et donc faire des études d'informatique, ça paraît assez logique. Donc DUT informatique à Toulouse, où là tu vas avoir on va dire des cours un peu plus théoriques qui s'ajoutent à ta pratique autodidacte. Mais ce que tu me disais, c'est que tu n'étais pas très scolaire, hein, et donc tu restes un passionné. Ce qui va être le plus motivé, ce sont les side projects que tu vas faire à côté de tes études, hein, c'est ça? Ouais, clairement, parce que c'est vrai qu'à la fin du lycée, le bac en poche, je me suis dit, bon, vers où je vais. C'est vrai que cette appétence de l'informatique a été quand même très marquée. Et je me dis, pourquoi pas continuer dans ce domaine-là. Il faut voir qu'à l'époque, alors maintenant, le fait d'être dans une carrière de dev, c'est plutôt prisé et c'est des postes qui sont bien vus. Complètement. À l'époque, tu avais un peu l'impression que c'était la voie de garage, quoi, hein, et que tu faisais une formation pour aller réparer l'ordinateur des mamies, quoi. Et c'était vu comme ça, tu vois, par là. Oui, c'est vrai que maintenant tu sais qu'en plus tu auras un emploi à la clé, a priori, hein, Ben c'était oui, développeur, maintenant tu as la avec la pénurie de reconversion main-d'œuvre. là-dedans, tout le monde Ouais. se reconvertit pour être dev, etc. Parce que tu sais que tu as de l'emploi, des bons salaires ou autre. Mais alors, à l'époque, c'était pas du tout vu comme ça. Mais bon, moi, écoute, l'informatique, ça me plaisait, donc j'y vais, DUT informatique. Effectivement, donc, tu dis, oui, il y avait tout, DUT informatique. Alors, c'est génial, tu fais des matières très, très, très IT et très développement, ça me plaisait beaucoup. Mais après, tu avais tout un tas d'autres choses, des matières de la gestion de projet, tu avais de la comptabilité. Bon, clairement, je peux pas dire que ça me passionnait vraiment à l'époque, même si j'aurais dû plus écouter en compta parce que Oui, on finalement, regrette après. voilà, j'en ai clairement eu besoin. Donc, au contraire, avec du recul, je prends conscience que c'est vraiment intéressant d'avoir des formations assez généralistes. Mais du coup, c'est là où, en parallèle, en fait, on parlait des études, j'ai commencé un peu à bricoler, à mettre. En fait, moi, j'avais besoin de concret et d'appliquer la théorie. Donc, commencer à développer continuer le développement web, qui était un peu mon dada initial. Et avec, c'est là où, en fait, on commence à avoir les prémices de Net Explorer. Alors, ça Ouais, s'appelait pas Net Explorer à l'époque, ça s'appelait ça Explorer, tout court. Parce ouais. que ça, c'est un petit côté nostalgique, mais à l'époque, tu pouvais avoir des espaces free, tu pouvais ouvrir un compte chez Free, et quand tu ouvrais un compte chez Free, il te donnait accès à un espace FTP en ligne, alors, au tout début de 100 mégas qui pouvait étendre à 1 giga, et après, C'était 1 giga qui c'était pouvait étendre à 10 énorme. gigas. C'était énorme. Ouais. Alors là, non, c'était incroyable, et puis gratuit, tu te dis, waouh, ça Free portait bien son nom, quoi. Et donc, bien sûr, moi, j'avais un espace du genre, comme tout, on va dire, tout geek de l'époque, je pense. Euh, mais c'était une page web en ligne, si tu veux, qui disait, tu pouvais mettre des fichiers dessus. Soit tu mettais un accès privé, personne n'avait accès à rien. Soit tu mettais un accès public, ça listait tes fichiers, tout le monde avait accès à tout. Moi, je m'étais dit, attends, ça serait cool d'avoir une petite interface pour déterminer qui a accès à quoi, et comme ça, je peux m'en servir pour partager un peu de contenu. Et c'est là où, en fait, je me mets à développer ce petit Explorer que tu installes sur le web. Mais vraiment, le use case à l'époque, c'était tu prends ton petit package, ton petit fichier zip, tu le mets Ouais. sur ton espace free en ligne, et là, en un clic, boum, ça te le transforme en petit explorateur de fichiers en ligne. Donc, quand je dis explorateur de fichiers, c'était vraiment le terme. C'est-à-dire que j'ai repris un peu un petit skin que j'avais sur mon Windows XP, ça me permettait de faire les interfaces, parce que je n'étais pas du tout graphiste, si tu veux, donc il me Ouais. fallait des visuels. Ouais. Et donc, comme ça, je fais ce petit package et que je mets à dispo sur Internet. Avec à l'époque, alors c'est vrai que j'avais quand même une sensibilité entre guillemets à vendre des choses sur Internet Ouais, c'est ça. pour faire du business sur le net. Parce que déjà, avec le site précédent d'Actu, on avait du sponsoring, on avait de la publicité en ligne, on nous filait du matériel à tester. Donc déjà, il y avait quand même un peu de business qui pouvait se créer autour de tout ça. Et donc, du coup, je fais une version gratuite, une version payante, mais à l'époque, c'était du on-prem, on ne parlait pas de cloud, tu pouvais ton script et tu l'installais. Voilà. Et bon, et ce qui est assez marrant, c'est que même maintenant, quand on cherche sur le net, on trouve encore des espaces free.fr qui ont encore la version de Net Explorer de l'époque, quoi. Et ça se voit, hein. Ça traverse le temps. Oui, ça doit se voir pas mal, effectivement. Ça se voit, c'est un peu dit. Donc bon, tu fais ton DUT, puis 2007, il y a l'école informatique, hein, dans la suite que tu veux intégrer, qu'il faut bien financer. Tu dis que c'est l'occasion, à côté des stages entreprises que tu peux faire. Je crois que tu as bossé chez Altran, enfin qui est Capgemini maintenant. Ouais. À côté de tout ça, tu essayes de développer un peu plus de revenus sur tes side projects, justement pour financer un peu tes études, hein.
Ouais, tout à fait. Alors, déjà, j'ai mon petit Explorer. Alors, au début, ça s'appelait Explorer, mais vu que le nom de domaine explorer.fr n'était pas dispo, j'en trouvais un qui est proche. Je me dis explorateur sur Internet, Net Explorer, bam, netexplorer.fr. Voilà. Ça sonne Si bien. j'avais su à l'époque, ça avait autant d'impact et que là, maintenant, ça serait Le nom de ta un boîte. business de plus d'une trentaine de personnes qui ont tout ça sur le contrat de travail, je me serais peut-être posé plus de questions. Mais à l'époque, si tu veux, c'était pas le sujet. Heureusement, ça me permettait d'avancer vite. Et donc du coup, je continue, je continue à vendre ça. Ça me fait une génération de revenus. Et surtout, ça me permet, pour la suite de mes études, j'avais rejoint à l'époque Supinfo, une école d'ingé qui était une école privée. Donc déjà, il fallait payer l'entrée, donc ça m'a permis d'y accéder. Et du coup, je découvre ils avaient un mode alterné où tu fais mi-stage, mi-cours théorique. Ouais. Point qui m'allait super bien parce que déjà, ça m'a permis de faire des stages dans tout un tas d'entreprises. Et mine de rien, c'était mes seules expériences vraiment professionnelles dans le milieu de l'IT, donc c'était quand même vachement intéressant. Je fais un stage dans une agence de com au milieu du service commercial, donc j'apprends vachement sur la façon de faire du commerce, de relancer des gens au téléphone, etc. Ça m'a vachement servi. Je découvre une ESN, Altran, où là, je me dis clairement, bon, je vois des process, je comprends comment ils fonctionnent, mais c'est pas forcément mon dada. Et surtout, en parallèle de ça, je peux continuer à bosser sur mon projet. Et du coup, au fil des années qui passent, si tu veux, en plus des cours, ça prend de plus en plus d'ampleur. Si bien qu'à la fin, je me dis, est-ce que je peux faire mon stage de fin d'études de 6 mois directement sur mon projet? Et là, c'est une école qui était assez peu regardant. Et franchement, je les en remercie parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de me lancer. Du coup, je fais mes 6 mois de stage dans ma propre entreprise et sur mon propre projet. Et je passe 6 mois à développer Net Explorer et à me dire, c'est parti, allons-y, mettons un max d'énergie pour voir ce que ça peut donner. Dans ton studio, donc du coup, hein, tu te lèves le matin, tu bosses et tu sors quasiment pas et tu te couches le soir. Ouais, c'est ça, là. C'était en mode 8h, 20h, c'est le dada, c'est le projet full focus. Et puis surtout qu'à l'époque, il faut imaginer, donc, première vente en ligne, mais qui dit vente en ligne, dit des questions au téléphone. Donc, tu as du commerce, tu fais des devis, Tu fais tu du génères ça en support. facture, tu fais du support à l'installation et en même temps, tu développes et tu fais évoluer le produit. Mais le tout avec une célérité qui est énorme parce qu'en fait, vu que tu gères tout, tu as les retours clients, les inputs, t'arbitres, etc. Et en fait, tu progresses et tu as un produit qui se crée à une vitesse folle, quoi. Ok, et donc c'est ça, donc du coup, en tant qu'auto-entrepreneur, hein, je crois que tu étais un des premiers auto-entrepreneurs de France, hein, tu me disais, enfin, tu pensais, hein, parce que dès que le statut est sorti, tu l'as pris pour commencer un peu ce business, on va dire, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et donc du coup, à la fin de tes études, il y a un moment pivot, on va dire assez classique, hein, c'est, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je deviens salarié chez Capgemini ou autre, enfin dans une société, ou est-ce que je deviens, est-ce que je me mets à mon compte réellement, au-delà du statut d'auto-entrepreneur, pour continuer à faire ce que j'aime? Ouais, clairement, ces 6 mois, ça a un peu servi de test d'un point de vue, moi, ma capacité à entre guillemets, bosser pour moi, ma capacité à vendre et à me générer des revenus. Et donc, c'est vrai que je sors de mon stage, diplôme en poche, je fais un calcul tout bête, je dis, combien je peux gagner en étant salarié, ingé développeur dans une entreprise, ou combien je peux gagner en bossant pour moi. Je vois que c'est à peu près équivalent, je me dis, banco, je continue sur mon projet et je continue de bosser à fond pour moi. Voilà. C'était pas plus compliqué que ça. Et donc du coup, tu te professionnalises un petit peu, c'est-à-dire que tu vas commencer à faire peut-être des licences un peu plus chères, comment Ouais, est-ce que tu vis un peu cette transition? alors déjà, il y a eu des points clés quand même à l'époque. Il faut voir qu'on était à peu près en 2009, ça s'est fait. Ouais. Et donc, déjà, je commence un peu à compléter le mode on-premise par, alors pas des offres cloud, parce qu'on ne parlait pas du tout de cloud à l'époque, mais de services hébergés. En fait, le mode on-premise, ça demandait aux organisations de savoir installer et maintenir l'outil. Je me rendais compte en faisant le support que je passais beaucoup de temps à leur expliquer comment l'installer et le configurer. Je commence à me dire, tu es tout seul dans ton petit studio de 18 mètres carrés à tout gérer. Si tu commences à faire du service hébergé et que tu livres du clé en main, au moins j'aurais peut-être à leur expliquer comment utiliser l'outil, mais j'aurais pas besoin de leur expliquer comment l'installer ou autre, parce que tout ça, c'est moi qui le gère à mon niveau. Et donc là, j'ai commencé à sortir vraiment les premières offres hébergées, et du coup à me confronter à stocker des données en ligne, gérer des offres hébergées pour les clients, etc. Et donc du coup, il y avait ce mix entre on-prem et hébergé.
Ok. Bon, et là, donc, du coup, ça marche bien. Parce que je crois qu'auto-entrepreneur, alors je sais pas si ça a changé depuis, hein, mais à l'époque, c'était les années Sarkozy, hein, quand ça a été créé. Il y avait un plafond, peut-être à 25 000 euros, quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus exactement. Mais bon, toujours est-il que tu atteins trop vite t'atteins vite ce plafond, et que du coup, bah, c'est là où tu décides de créer une vraie entreprise. Ouais, c'est ça. Là, on va dire, le stage était fini, ça commençait à vraiment tourner pour de vrai. Donc, puis, j'atteins le plafond de l'auto-entreprise. Donc, à l'époque, je pense que c'est sûrement comme ça maintenant. Mais quand on atteignait le plafond de l'auto-entreprise, on ne pouvait plus rester auto-entrepreneur. Et donc, Ouais, du coup, je décide de créer ma première vraie structure, une URL, en 2010. Et donc là, on passe quand même vraiment à une étape supérieure. ouais, Déjà, vrai moment dans ma vie, c'était d'avoir des bureaux. ouais. Et ça, je me souviendrai toujours du petit, parce que là, maintenant, on parle beaucoup de télétravail, etc., qui est très bien. Mais moi, j'ai jamais, je pense, été autant heureux d'aller au travail le premier jour où j'ai eu des bureaux. J'en Mais pouvais plus travailler chez moi. c'est vrai qu'on oui, on parle tellement du télétravail qu'on oublie aussi le confort que c'est, et notamment quand on a été enfermé un peu dans son studio d'étudiant pendant, pendant un petit moment, de pouvoir effectivement alterner le domicile et le bureau, quoi. Et c'est ça. Et puis à l'époque, je faisais un peu ovni, tu sais, le mec qui est là toujours entrumé dans sa cave en train de bosser et Ouais. développer toute la journée et qu'on voit jamais. Ça, Bon, il y en a eu d'autres dans ça me l'IT faisait hein, bizarre. qui ont fait ça. Oui, c'est ça. Mais c'est que les mecs dans l'IT, comme Ouais. par hasard. Et c'est vrai que là, de passer à l'étape supérieure et d'avoir de vrais locaux, ouais, c'était un vrai kiff. Et surtout, ça m'a permis d'embaucher. Alors, à l'époque, c'était un stagiaire. J'avais diffusé une offre de stage dans mon ancienne école. Ouais. Et j'avais pris en stagiaire Stéphane. Et en fait, Stéphane, qui est maintenant, qui est devenu stagiaire NetExplorer en 2010, et qui est maintenant toujours chez NetExplorer et qui est notre architecte logiciel. Voilà. Ouais, Donc, donc il ça t'a fait, accompagné quasiment depuis le début, quoi. depuis le début, ça a été le premier arrivant, il est toujours là, et ça fait 13 ans qu'il est là, et c'est notre vraie tranche et notre vrai expert technique qui nous suit depuis le début. Bon, belle histoire aussi de son côté. Je verrai peut-être pour l'interviewer un jour. Ah, Autre, ça peut être sympa. autre, voilà. Et bon, voilà, autre moment pivot, j'ai envie de dire, hein, on a les usages qui commencent à changer. C'est vrai que voilà, le cloud, le SaaS, c'est des choses qui commencent à les offres hébergées, etc. C'est des choses quand même qui commencent à devenir de plus en plus récurrentes. Et les entreprises, bah, elles veulent plus uniquement du partage de fichiers, mais elles veulent du vrai stockage et accessible de partout. On parle pas mal d'à l'époque, je me souviens, DataWad, Anytime, Anywhere, Any Device. Euh, Euh, et là, toi, tu sens que tu pourrais ouais, encore franchir un cap. ouais, tout à fait. Parce qu'au début, il faut voir que, en fait, alors maintenant, ça paraît évident de se dire, ah ben oui, c'était vraiment intéressant de travailler là-dessus et de se lancer sur ce domaine-là. Mais en fait, il faut voir qu'en 2010, c'était pas gagné d'avance. On adressait certains besoins clés des entreprises, mais déjà la connectivité Internet, c'était pas ça. Il n'y avait même pas la 4G, hein. Mhm. Ouais, ouais. À l'époque, faut voir que Dropbox est sorti en 2008, WeTransfer c'est sorti en 2010. Ouais. Enfin, c'est décembre 2009, en gros 2010. Ça Mais ça, commence, c'était quoi. en Ouais. plus c'était aux US, donc c'était même pas sur le marché français. C'était vraiment, c'était un embryon. Déjà, ça se voyait, hein, on était super bien référencé sur Google très facilement. Ouais. Et donc, du coup, nous, on faisait du NetExplorer, mais on faisait aussi des side projects. On faisait du développement d'appli web, etc. Pour quand même générer un niveau de chiffre d'affaires en Ouais. parallèle et pas tout miser dessus. Et c'est Mhm. vrai que 2013 arrive, et là, on se dit, oui, en fait, les besoins sont quand même conséquents, sont grandissants. Et là, on ne parle plus de partage de fichiers seulement, mais on commence à parler de stockage en ligne. Je veux Ouais. mon serveur de fichiers accessible de partout et pas que dans mes locaux, pour quand je suis en déplacement chez un client, etc. C'est la naissance aussi vraiment de tout ce qui est mobile, applications mobiles, tablettes. Alors là, c'est la grande mode, tout le monde achetait une tablette, donc tout le monde voulait Ouais. travailler avec sa tablette, même si ça marchait pas du tout, mais c'est pas grave. Donc Je suis passé par là aussi. voilà, tout le monde y est passé, je crois. Et donc là, 2013, on s'est dit, bon, ok, gros changement, on arrête les side projects. Toutes les équipes se focus que sur le produit NetExplorer, donc à temps plein, donc vraiment déjà une démarche produit. Et Mhm. on arrête le on-prem et on fait que du cloud et du SaaS. Donc ça, c'était Ouais. quand même un gros pivot parce que c'est vision produit plus SaaS et abonnement. Ouais. Je me souviens à l'époque, on avait des deals en cours sur du on-prem, mais qu'on a perdu parce qu'on a décidé, non, en fait, on arrête, on ne le maintient plus. Donc Ouais, c'était ouais, donc là, assez osé,
C'était le bon moment. Bon, non, en vrai, le bon Oui, moment, ça aurait été 2007. Mais bon, j'étais pas assez oui, visionnaire pour y penser. ouais. Non, non, mais voilà. Et là, du coup, quand même, ouais, l'inclinaison, le pivot, hein, il est quand même assez radical, du coup, parce que c'est pas OK, on va maintenir un peu les deux, faire un peu de on-prem et faire un peu de SaaS pour voir comment ça évolue. Non, tu décides de trancher dans le vif, quoi. Ouais, ça se branchait parce qu'on sentait qu'il y avait un marché à prendre et on était Ouais, trop petit pour être capable de tout faire. Donc, du coup, ouais. fallait mieux mettre toute notre énergie pour vraiment bien faire la direction qu'on prenait. Et c'est toujours un peu ça, le fil conducteur de NetExplore depuis le début, hein. Et donc, du coup, Ah. à cette époque-là, bah, du coup, une grosse partie de l'activité qui est sur la gestion de serveurs, quoi. Enfin, sur la gestion de l'infrastructure. Et oui, parce que le revers de la médaille de se dire on arrête le on-prem, c'est qu'en fait, tous les clients devenaient hébergés chez nous dans Ouais, le cloud. Donc à l'époque, on avait des serveurs chez OVH, ouais, toujours dans la continuité. Tu sais, j'ai eu un premier site web chez eux, donc j'ai ouais, ouais, continué fidèle. qu'on gérait. Mais après, de plus en plus de données, de plus en plus de clients, potentiellement des risques d'incidents. Typiquement, le serveur qui crache le dimanche matin à 2h du mat, sur quel téléphone ça sonne et qui c'est qui intervient pour réparer quoi. Ouais. Euh, et donc là c'est vraiment on va dire l'impact de l'infrastructure est vraiment grandissant. Et surtout, il faut voir aussi c'est une époque où maintenant on parle beaucoup des cloud providers, tu sais, avec les Oui, bullet bien sûr. Ouais. GPC, Amazon, Mmh. etc., qui gèrent pour toi la répartition de charges, la Ouais, redondance, la disponibilité ou autre. Mais à l'époque, tout ça, ça n'existait pas du tout. T'es seul avec ta machine et c'est toi qui gères tout. La c'est à toi de le disponibilité de faire, ouais. données, l'intégrité, tout, 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 tout. Voilà, limité par tes capacités humaines, voire intellectuelles. Bon, et Et du coup, cette partie, ouais, cette partie infra, bon, elle vient quand même bouffer une grosse partie de l'activité et des ressources, hein, de l'entreprise qui commence à grossir. Et puis un jour, un samedi après-midi, hein, tu m'as dit, le téléphone sonne, le téléphone pro, parce qu'il y a un téléphone pro quand même qui existe. Il sonne un samedi, curieux. Et là, tu as un gars qui te dit, bah, moi, j'ai une entreprise d'hébergement, si tu veux, je peux héberger ton logiciel. ouais, c'est ça. Le téléphone pro, effectivement, sonne un samedi. Bon, autant te dire qu'à l'époque, le niveau chiffre d'affaires, tu grattes le moindre euro que tu peux prendre, hein. C'est toujours Ouais. bon à prendre. Bon, moi, j'ai envie de dire, en 2024, c'est toujours pareil. Donc tu Euh, décroches. donc, je décroche. Ouais, Et donc là, ouais, effectivement, un mec, il me dit, oui, bah, moi, j'ai une boîte d'hébergement. Bon, ça m'intéresse ça m'intéresse pour mes clients de pouvoir héberger le logiciel. Et puis même si tu as besoin d'infrastructure ou autre, moi, je peux gérer ça. Puis il me déballe un peu son savoir-faire technique, tout ce qu'il fait actuellement, le fait qu'il héberge tout un tas de sites et de réseaux à fort trafic que je connaissais, hein. Il me dit ouais. que c'est lui qui héberge ça. Bon, moi, je suis un peu surpris. Même au début, toi, j'y crois pas trop. Je me dis, c'est qui cet Uberlu qui m'appelle? En plus, ce samedi, en plus, qui me tutoie, qui a l'air totalement fou et qui m'étale sa science et son expertise technique. Mais bon, je regarde, je recoupe mes sources, etc. Et effectivement, tout ce qu'il me dit, c'est vrai. Et en fait, ce mec-là, c'est Anthony. Et Anthony, donc, pour la petite histoire, c'est l'associé actuel de NetExplorer et Ouais, lui, qui est vraiment un gourou de l'infrastructure, qui a des mètres carrés en data center et qui dedans met des machines, met des câbles réseau, etc. Un peu un OVH bis, mais plutôt orienté, on va dire, haute disponibilité et, euh, et service à valeur ajoutée. Euh, et qui me ouais, dit, voilà, si tu as besoin d'aide là-dessus, moi, je peux t'accompagner. ouais. Et donc du coup, vous décidez de fusionner vos deux structures, hein. Donc Anthony qui apporte l'infra, toi qui apportes le soft. Ça C'est fait ça. en 2015 quoi, une dizaine de collaborateurs. Une dizaine Et de collaborateurs, voilà, ouais, et notre valeur, se dire, voilà, au moins, alors moi, je m'achète de la tranquillité d'esprit, je me dis, toute l'infra, au moins, elle est gérée. L'infra, ouais, c'est plus un frein technique, c'est-à-dire qu'on soit des milliers d'utilisateurs demain, on va savoir le gérer, on va mhm, savoir stocker des fichiers sans les perdre et avec des bonnes qualités de sauvegarde, et on peut se concentrer, encore une fois, sur le logiciel, bien développer le produit, et on amène une vraie valeur ajoutée en maîtrisant toute la chaîne, de l'infra jusqu'au software, tu vois, pour vraiment ouais, amener un service de qualité. Sauf qu'en vrai, à l'époque, t'as beau essayer de défendre ça vis-à-vis de prospects, eux, ils te voient quand même comme une boîte de 10 pecnos dans ouais, leur cave. ouais, Et ouais, ça, c'était quand même pas évident. Donc, fallait se battre commercialement, expliquer pourquoi on fait les choses de manière sécurisée, etc. À un moment donné, je dis, bon, on y passe trop de temps, on y perd trop de temps. Il faudrait qu'on ait des attestations, des preuves externes que l'on fait ça bien. Et c'est là où, en fait, on va se dire, OK, on va se lancer dans des certifications ISO. Comme ça, on ouais, pourra montrer patte blanche et avoir une preuve qu'on respecte certaines normes et qu'on fait les choses comme il faut. Et c'est là où, en ouais. fait, en 2019, donc
c'était déjà un moment de ça, et il faut qu'on était très petit à l'époque par rapport à ce sur quoi on s'est lancé. On s'est lancé dans la certification ISO 27001 pour la sécurité des données, sur l'ISO 9001 pour tout ce qui était aspect qualité, relations clients et qualité des développements aussi, et sur la partie HDS pour être hébergeur de données de santé, pour nous permettre d'accueillir et d'héberger des données de nos clients dans le médical. Ouais, donc ça, c'est quand même assez rare, hein, toutes ces certifications pour une boîte qui est encore petite à ce moment-là. Et du coup, ça vous permet d'aller travailler avec des grands comptes, quoi. Là, c'est parti. Le Net C'est ça. Explorer. Là, c'est Ouais. parti. Et là, le sujet, on va dire, sécurité des données, on a confiance en vous ou autre, je veux dire, on peut dire que c'est pas un sujet, mais c'est vraiment un sujet minime parce que on est capable de démontrer un niveau d'expertise. Et puis Ouais. maintenant, c'était simple. Alors, en face, on peut avoir une entreprise, on lui disait, est-ce que vous êtes certifié ISO 27001? Non, nous, on ne le fait pas, c'est trop compliqué, c'est trop lourd. Nous, on l'est, et regardez, on fait bien les choses. Donc, au moins, mettez vos données chez un tiers qui est certifié. Et là, ça marche bien, et ça nous permet encore de franchir une marche. Tout en étant toujours quand même une petite structure, quoi. Ouais, mais une petite structure qui a grandi. Parce qu'aujourd'hui, donc là, si on se met, voilà, on fait un petit bond de, allez, on enjambe le Covid, On qui a enjambe le peut-être Covid. aidé d'ailleurs, hein. On enjambe le Covid. Aujourd'hui, Net Explorer, c'est quoi exactement? C'est une entreprise de combien de personnes avec Alors aujourd'hui, NetExplore, on a un peu plus d'une trentaine de collaborateurs, donc effectivement, Ouais, ça a bien grandi. ouais, Ça nous a obligé de nous structurer. Alors déjà, les certifications ISO, ça nous a mis de rien, ça nous a forcé très vite à nous structurer, à avoir des process, mais ça nous a aidé à ouais, grandir parce que ça a mis des bases solides et saines dans l'organisation. Tu vois, on avait des ouais, process, des trucs rédigés, et ça, c'est quand même la base pour faire grandir une organisation. On peut pas toujours faire tout à l'arrache. C'est marrant au début, ouais, mais c'est pas viable sur le long terme. ouais. Et après, maintenant, même au tout début, Ouais, c'est une avec des organisation équipes. râteau, et maintenant, c'est des équipes. Voilà. Donc, tu C'est as des ça, ouais, équipes, ouais. t'as un pôle avec tous les développeurs, tu as quasiment une dizaine de personnes sur l'aspect produit, qui est la clé chez nous, on est quand même Bien éditeur sûr, logiciel. Tu bien as bien sûr sûr. toute une partie infrastructure, hein, Mhm. et après, tout ce qui va être département, tout ce qui est marketing, vente, et la partie support qu'on apporte aux utilisateurs. Et Ouais, du coup, c'est vrai que maintenant, en 2024, Manette Explorer, ça, on va dire, c'est l'un des acteurs majeurs de la gestion de fichiers en ligne dans le cloud au niveau français. Alors, on y a beaucoup de monde sur le marché international. Il y a du SharePoint, du Dropbox, du Box, du Google Drive, etc. Mais sur le marché de données sensibles, de la donnée de santé, et aussi pour les organisations qui ont des contraintes juridiques fortes, respect du RGPD, non-soumission aux données extraterritoriales, au Cloud Act, etc. On va dire c'est un marché sur lequel on se déploie énormément. ouais, Euh, et avec surtout derrière un panel d'un ordre de grandeur, mais on a un peu plus de 1500 organisations clientes chez nous. ouais. Et on a des comptes qui vont d'une dizaine de collaborateurs jusqu'à des grands comptes où ils sont 40 000 chez nous. Et Ouais, donc en tant que CEO de Net Explorer, j'imagine que tu n'as plus trop le temps d'aller bidouiller des PC maintenant. C'est autre chose. ouais, maintenant j'ai un MacBook Air, tout en un, et puis voilà. C'est triste. Et comment bon, c'est une évolution aussi. Après, rien ne t'empêche le dimanche d'aller bidouiller des trucs. C'est ça. Mais c'est moi la Euh, mode maintenant. ouais, c'est vrai que c'est moins la mode. Comment tu vois du coup voilà, l'évolution de Net Explorer là, sur les prochaines années et plus largement, on va dire, hein, du cloud collaboratif, hein, dans lequel on peut t'inscrire. Comment est-ce que tu vois les choses? Ouais. Alors, Fais-nous part de bon, de tes déjà, prophéties. il faut voir déjà, moi, c'est comment je vois tout ça. Déjà, maintenant, on est arrivé sur un marché qui est très mature. euh, et, et les marchés de niche, comme celui sur lequel on pouvait être au début, ont été très facilement référencés, où il y a peu de monde, etc. Ça existe un temps, mais ça existe jamais très longtemps, Ouais, malheureusement. Et maintenant, ce que je donne, c'est un peu une analogie avec les smartphones. Tu vois, au début, le premier iPhone, c'était fou, et tu pouvais avoir oui. un smartphone ou un téléphone normal. Maintenant, tout le monde a des smartphones, et que ce soit des Huawei, des Samsung ou des Apple, tout le monde fait à peu près la même chose. C'est juste un choix personnel Mhm. en fonction de ce qui te plaît. Ouais, Et du coup, par rapport à ça aussi, tu as le niveau d'attente, pardon, des clients et des organisations qui évoluent énormément. Parce que vu qu'il y a un choix énorme sur le marché qui devient mature, tout le ouais, monde s'attend à des niveaux de prestations, de services, de qualité logicielle, de stabilité de l'infrastructure, etc., qui sont conséquents. En fait, tu n'as pas du tout de place à l'amateurisme. Et du coup, par rapport à tout ça, pour moi, la clé, c'est d'être plus que jamais vraiment spécialiste et expert dans le domaine. ok. C'est un peu quand je te dis que c'est un peu le fil conducteur de NetExplorer, c'était de se dire, en fait, on a un produit, on est focus et on évite de perdre du temps sur
sur des choses qui ne sont pas notre vraie valeur. Et là, on est toujours dans ces mêmes stratégies. Quand on dit qu'on fournit des solutions collaboratives autour de la gestion de fichiers, par collaboratif, on pourrait dire, OK, mais ils vont faire du mail, de la visio, tout un tas de choses. En fait, nous, on se dit non, ça serait de se disperser et plus être expert dans le domaine qui est dans la gestion de fichiers. Et du coup, pour être bon dans un marché qui est très mature et très concurrentiel, pour moi, il faut vraiment être expert de son domaine. Et en fait, on met tous nos efforts et toute notre innovation autour justement de cette gestion documentaire pour considérer que NetExplorer, c'est la meilleure solution de gestion de fichiers du marché. C'est un peu la ressource pour tes fichiers. Tu l'apprends pas, c'est un choix personnel en fonction de tes attentes, tes besoins, etc. Mais au moins, on sait proposer et amener cette valeur ajoutée là. Ouais, une évolution. Donc voilà, il y a soit le tout en un effectivement, soit le best of breeds et il faut être le meilleur sur un outil et s'intégrer ensuite à d'autres outils. C'est plus comme ça que tu vois l'évolution, toi. C'est plus comme ça que je vois parce que des tout en un, il y en a pas mal. Des experts, il y en a un peu moins. Et par rapport à notre taille, notre positionnement, pour nous sur ce marché-là, pour moi, c'est vraiment ça l'avenir. Et effectivement, toujours être capable d'être intégré à tout un tas d'autres choses parce que le problème de l'expert, c'est que l'expert ne suffit pas à tout adresser. Donc, il faut qu'il soit très ouvert et très interconnecté avec tout l'écosystème d'une organisation et des autres outils périphériques, de façon à pouvoir amener son expertise tout en étant, on va dire, compatible avec tout l'écosystème dans lequel il se trouve. Ouais. Puis à ça va se rajouter tout le reste, hein, l'IA et tout ce qui va bien et tout ce qui nous arrive dessus et avec lequel il faut pouvoir composer, voire un peu anticiper. Ouais, tout à fait. Il y a plein de sujets. Alors justement, ça qui est chouette d'être expert, c'est que tu peux vraiment aller très loin dans ton domaine et vraiment pousser l'aspect innovation. On a, par exemple, souvent collaboration autour des fichiers. Souvent, on parlait juste, c'est quoi collaborer autour des fichiers? C'est faire la coédition en ligne. Bon, ok. Et maintenant, il faut peut-être passer à une étape supérieure. Autour des fichiers, on a tout un tas d'autres problématiques à traiter. L'interaction entre les gens, au niveau des annotations, etc. Les tâches qui peuvent être affectées autour d'un document ou de partie d'un document. Des points aussi qui deviennent maintenant clés, c'est tout ce qui va être aussi classification des documents et identifier les documents qui sont importants, identifier des documents qui sont sensibles, à l'inverse, ceux qui servent à rien, ceux qui peuvent être supprimés aussi pour éviter de stocker à tire-larigot, parce que l'informatique, ça, on va dire, on a 20-30 ans d'historique de fichiers, mais on ne peut pas comme ça stocker à l'infini pendant des années, donc il faut être capable de faire le tri. Et d'où là, le côté, on croit pas mal aussi à l'arrivée de l'intelligence artificielle sur ça, parce que, bien sûr, pour donner un exemple, le cas classique, une entreprise qui migre son serveur de fichiers, ils te disent toujours qu'ils vont en profiter pour faire le tri, ils le font jamais. Et c'est normal. En tant qu'humain, on a autre chose à faire que trier des fichiers. Par contre, si une IA peut aider à identifier de la donnée sensible, à la classifier comme ça, à identifier de la donnée inutile, à dire celle-là, on peut la supprimer parce que soit elle n'est pas conforme au RGPD, ça fait trop longtemps qu'elle est là, soit on n'en a plus besoin, etc. Et ça va aider à avoir une gestion de fichiers saine, durable, on va dire même éco-responsable et en accord avec les politiques de confidentialité, de sécurité des organisations. Et pour nous, c'est ça la partie innovation sur l'expertise de la gestion de fichiers. Ouais, bon, ça fait des beaux chantiers en perspective. Ouais, pas mal. T'as vu, la liste est longue. Ouais, peut-être pas tout faire pour 2024. Il faut peut-être nous laisser 2025, 2026. Hein. Ouais, non, mais je pense qu'il y a une roadmap qui est bien. Bon, on va arriver au bout de ce podcast parce qu'on pourrait encore discuter pendant des heures, mais il faut bien terminer un jour. J'aime bien terminer avec une dernière question que je pose souvent. C'est quel conseil tu aimerais donner à ceux qui nous écoutent, que ce soit des dirigeants ou j'imagine aussi des passionnés d'IT, si tu avais un conseil comme ça. Alors, déjà, j'en ai un en tête, mais bon, on va croire que je suis payé parce que ça va te faire plaisir, mais pas du tout. Je suis totalement neutre. Mais moi, un conseil, j'aurais bien aimé qu'on me donne à l'époque quand je me suis lancé avec ce produit technique, on va dire ce produit tech, et en plus avec ma vision tech du marché, j'aurais bien aimé qu'on me dise Bertrand, ne néglige pas le market, la com et les ventes. Parce que c'est souvent un peu, je pense, le défaut des entreprises françaises par rapport à des entreprises américaines. Nous, on considère qu'il faut un produit super bien, qui coche tous les cases techniquement, avant d'avoir la légitimité de le mettre sur le marché et de commencer à le vendre. Alors que les Américains, ils considèrent que dès qu'ils ont un PowerPoint intéressant, ils le mettent en avant, ils voient si ça mord, et après, ils le vendent et ils le développent. Et ça, c'est un point important. Alors, peut-être pas aller dans cet extrême-là, mais c'est un point clé parce que souvent sur les services américains, j'ai l'impression d'avoir un effet waouh quand je vois le site et être déçu quand je teste le produit. Alors que sur le marché français, j'ai plutôt l'impression d'être pas trop emballé par un site web et de dire waouh quand je teste le produit. Et je trouve que c'est important d'harmoniser les deux parce qu'en fait, à trop vouloir faire c'est pas l'expertise et c'est pas le produit parfait qui va générer les ventes. Il faut vraiment une alchimie entre le market, la com, la visibilité
pour donner de la légitimité et que son produit, pour moi, le market de la com, la vente, ça fait l'acquisition client et le beau produit, ça fait que les clients restent dans le temps. Mais il faut vraiment que les deux marchent en parallèle et il ne faut pas mettre toute l'énergie que sur l'un ou que sur l'autre. Ça, Mais je ne peux tu vois, ouais, tu peux pas dire le contraire. je ne peux que être d'accord avec toi. Non, non, mais c'est vrai. Culturellement, hein, c'est passé. Allez, on a une culture business aux États-Unis, on a une culture un peu ingénieur, techno-push en France. Bon, bah, l'idée, c'est peut-être de prendre un peu exemple sur les États-Unis et de continuer à bien faire ce qu'on sait faire aussi en France sur la partie tech, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et tu vois, moi, ça me faisait penser aussi à un autre point, un autre conseil que moi, j'aurais bien aimé recevoir vraiment en tant que dirigeant et entrepreneur et, on va dire, créateur d'une société. Moi, j'aurais bien aimé, comme disent aussi, Bertrand, délègue. Délègue. En gros, l'objectif, c'est débrouille-toi pour ne rien avoir à faire. Ouais. En vrai, un dirigeant, Très juste. jamais il ne fera rien parce qu'il aura toujours des choses à faire. Mais justement, plus il se sort des tâches du quotidien, plus il se sort de l'opérationnel, plus il se libère du temps pour prendre du recul sur son produit, sa boîte, sa vision et anticiper la suite. Et pour moi, en fait, l'objectif ultime d'un dirigeant, c'est juste se débrouiller pour ne rien faire. Il n'y arrivera jamais, mais il se libérera du temps pour piloter, voir l'avenir. Et ça, pour moi, c'est aussi la clé pour mener à bien une aventure entrepreneuriale. Bon, bah, entièrement d'accord, et je pense que le conseil sera bien entendu par tous ceux qui nous écoutent. Merci Bertrand. Merci Bertrand pour nous avoir partagé tout ça sur ce podcast. Merci Thibaut en tout cas pour avoir convié à ce podcast. C'est chouette de pouvoir échanger et partager cette petite histoire. Un plaisir partagé. Merci, à bientôt Bertrand. À bientôt.